Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots en compagnie de toute la team, pas encore au complet. Je ne sais pas où elle est passée encore, Sonia, Madame Sonia, croqueuse de livres, qui n'est pas à son poste comme d'habitude. En tout cas, Oh, merci à vous d'être avec nous donc, pour parler donc, de ce livre, Les Extradés de notre cher ami Nico Lafeuse, dont on aura l'occasion dans quelques instants d'avoir la chronique de Sonia avec Sonia Robinard, justement. Bonsoir Sonia. bonsoir. Merci à toi d'être avec nous donc, pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots. On aura une chronique dans quelques instants. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur ce livre? Ah là là, j'en veux énormément à cet auteur, voilà, dont je ne citerai pas le nom, et qui m'a baladé, mais alors du début à la fin. Franchement, là, même jusqu'à la dernière page, je me dis, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Il m'a promené un thriller autant psychologique, des passages pour avoir le cœur accroché. Et non, non, franchement, là, je lui en veux beaucoup de m'avoir promené comme Eh ça. bien, écoute, on lui posera la question dans quelques instants, mais en tout cas, merci à toi d'être avec nous. On aura bien entendu, vous connaissez le principe de l'émission, l'extrait de Marie qui nous a lu une partie du premier chapitre. Nous aurons bien entendu la question de l'invité et le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Nicolas? Nicolas, il a eu plusieurs vies, où il a plusieurs personnalités, je ne sais pas, mais basketteur, procureur, serial auteur, voilà, c'est un multivie, multipotentiel, clairement, multitalent, visiblement. Donc voilà, j'aimerais bien savoir comment il a géré et comment il gère tout ça. C'est assez fascinant. Eh bien, écoute, on lui posera la question effectivement dans quelques instants. En tout cas, merci à tous d'être là. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission chaque mercredi et chaque vendredi à 19h30 sur Facebook et sur YouTube. Vous flashez ce QR code en sachant que nous sommes là sur la dernière ligne droite avant le mois d'août, puisque au mois d'août, il n'y aura pas d'émission, du moins pour l'instant. Et on reprendra à partir de septembre. Mais attention, à partir de septembre, l'émission sera diffusée sur la page Facebook, la page YouTube, pardon, de Entre l'encre et les mots. Donc, je vous invite d'ores et déjà à aller vous abonner à la chaîne Entre l'encre et les mots sur YouTube pour pouvoir suivre toutes les émissions à partir de septembre. Voilà, donc merci à tous d'être avec nous. Et ce que je vous propose, c'est d'accueillir tout de suite Nicolas Feuz. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Florian. Merci à toi d'être avec nous, on l'a dit, pour parler de ce livre Les Extradés aux éditions Rosie and Wolf, dont on va avoir l'occasion d'en parler durant toute cette émission. Mais d'abord, merci à toi d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ton univers livreste. Séraphine l'a dit, tu as eu plusieurs casquettes, on va avoir l'occasion d'en parler. Tu connais le principe de l'émission, les personnes déjà présentes vont poser des questions en commentaire. Le but du jeu pour toi, c'est d'y répondre. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots, nous dire qui est Nicolas Feuz? Oui, alors Nicolas Feutz, alors je suis un auteur suisse. J'habite en Suisse, même si j'ai ici un petit coin de Paris, parce que on m'a toujours dit que pour être un artiste, en particulier un auteur, il faudrait habiter là-bas. Alors j'y habite pas, mais en Suisse, j'ai mon petit coin de Paris. C'est pas forcément ma ville préférée de France. J'aime y aller, j'aime surtout en repartir. Et puis je préfère nettement d'autres endroits de France en particulier, comme le sud, voilà. J'ai 53 ans, bientôt 54. Qu'est-ce que je peux dire encore de moi? Ben, effectivement, j'ai été basketteur dans ma vie, je le suis beaucoup moins aujourd'hui, voire plus du tout. Je travaille comme procureur de la République en Suisse depuis 1999. Je travaille toujours aujourd'hui, même si c'est plus qu'à temps partiel. Et puis depuis 2010, j'écris des romans policiers. Eh ben, en tout cas, merci pour cette présentation. Donc, on l'a dit, tu as écrit plusieurs romans. Mais il y en a un que j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. C'est ton précédent, avant qu'on parle de ton nouveau, donc qui s'appelait donc Le Philatéliste, toujours aux éditions Rosie and Wolf. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Oui, alors le Philatéliste, effectivement, c'est ma première parution chez Rosie and Wolf. Donc peut-être un petit mot sur Rosie and Wolf. Rosie and Wolf, c'est la maison d'édition créée par Joël Dicker. Donc Joël Dicker est en quelque sorte devenu mon éditeur, même si techniquement, c'est pas lui l'éditeur. C'est tout de même le premier lecteur de mes livres, des premiers jets que je lui envoie, et c'est le premier à me faire des commentaires. Ensuite, une fois qu'il y a un travail direct avec Joël, le livre part évidemment chez une
éditrice du point de vue technique à Paris qui travaille pour lui. Voilà, Le Philatéliste, c'est un one-shot, parce que quand j'ai débarqué chez Rosienne Wolf, il fallait que je parte avec un one-shot. C'est un polar qui est majoritairement centré sur Genève, avec la police genevoise. C'est une enquêtrice genevoise qui va partir sur les traces du philatéliste, ainsi que la police suisse, et la police française le surnomme parce que c'est un tueur qui installe un jeu de piste avec des colis postaux, et sur ces colis postaux, la police retrouve des timbres qui s'avèrent être fabriqués à partir de peau humaine. Voilà pour ce livre-là. C'est un polar qui... Ce jeu de piste a lieu, je dirais, à 80% en Suisse et à 20% du côté français, spécialement en Haute-Savoie, à Annecy et La Roche-sur-Foron. C'est un polar, un petit peu tout comme tous mes polars. Il faut avoir le cœur bien accroché, même si je pense que ce n'est pas le plus violent que j'ai écrit à ce jour. On va avoir l'occasion d'en parler dans quelques instants. Et puis, on entendait Sonia tout à l'heure qui nous disait que tu l'avais bien baladé. On va pouvoir en discuter. Mais avant aussi, on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission en coulisses. Tu as aussi écrit plusieurs livres essentiellement pour les jeunes, dont un qui sortira prochainement en Suisse au mois d'août dans une collection appelée Frissons Suisse. Est-ce que tu peux nous en dire aussi quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, la collection Frissons Suisse, c'est une collection qui est sortie en Suisse en 2019. C'est une collection qui a été lancée par l'éditeur Ozu. Donc, Ozu est basé à Paris, même s'il a des antennes en Suisse et en Belgique. L'idée était de lancer une collection de romans policiers, de polars, pour les 10-12 ans. C'est la cible officielle de l'éditeur. C'est des romans qu'on peut lire, je dirais, entre 9 et 13 ans, 9-14 ans, mais comme on a l'habitude de le lire en Suisse, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'adultes les lisent aussi, c'est pour 9 à 99 ans. Voilà. Alors, dans la collection Frissons Suisse, aujourd'hui, c'est une collection qui s'est étoffée avec 26, 25, 26, 27 titres à ce jour. Elle est répartie sur une douzaine d'auteurs environ. J'en ai écrit 5. Enfin, c'est le 5e qui va sortir au mois d'août. Mes titres ne sont pas très originaux, c'est Black Justice 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 et au mois d'août 5.0. S'agissant des Black Justice, c'est une série qui tourne autour, je dirais, du monde réel et du monde virtuel des jeux vidéo. C'est des jeunes qui vont se rendre compte, enfin qui vont un petit peu arriver par accident sur un faux jeu vidéo, une plateforme internet sur laquelle on peut faire juger des gens. Mais le problème, c'est que les jugements sur cette plateforme internet sont ensuite traduits dans la réalité. Donc, si quelqu'un est condamné à mort sur cette plateforme internet, il meurt ensuite dans la vraie vie. C'est un peu le principe de cette collection pour les jeunes. Alors, évidemment que c'est pour les 10-12 ans, donc c'est pas aussi trash que mes polars pour adultes. Mais voilà. C'est une collection qui cartonne en Suisse, qui est lue dans toutes les écoles. D'ailleurs, on est beaucoup invité, les auteurs de Frissons Suisse, dans les écoles en Suisse francophones, pour aller présenter cela. Les élèves le lisent en groupe, en travail de classe. Et puis, quand Ozu s'est rendu compte que Frissons Suisse cartonnait à ce point en Suisse, ils ont décidé de lancer une collection Frisson France. Alors, Frisson France, c'est une collection qui existe depuis 2024, depuis février 2024. Tu l'as montré à l'écran tout à l'heure, donc il existe, elle a débuté en février 2024 avec ces 2 titres. En ce qui me concerne, Crime sous haute tension, et en ce qui concerne Marc Woltenhauer et son compagnon Benjamin Amiguet, La musique du diable. Donc, il existait ces 2 titres jusqu'à peu. C'est le même principe que Frisson Suisse, simplement les histoires doivent se passer en France. Le mien, Crime sous haute tension, se passe dans le Berry, sur les bords de Loire. On est à hauteur de Cône-sur-Loire, on est à hauteur du château de Guédelon. Voilà, c'est une intrigue avec le meurtre d'un ingénieur d'une centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Cet ingénieur, parce que j'aime bien lancer des petites piques à des copains. Donc, cet ingénieur qui meurt au début de Crime sous haute tension s'appelle Jérôme Loubry. Et voilà, il y a 2 enfants qui vont enquêter parallèlement à leur mère qui est gendarme sur le décès de cet ingénieur nucléaire.
Eh ben, écoute, on salue Jérôme s'il nous regarde ce soir, effectivement. En tout cas, et la particularité de ce livre-là, on l'a vu tout à l'heure aussi, il a été récompensé, là, il y a quelques jours, de ce prix Robin Cook Junior 2026, donc crime sous haute tension, donc, avec notre cher ami Jérôme Loubry. Tu peux nous dire quoi sur ce prix finalement, alors, puisque tu nous disais tout à l'heure que tu l'as appris par hasard? Alors oui, pour moi, ça a été une immense surprise dans le sens où, bah, parfois on est avisé, enfin on est informé que nos polars, adultes ou jeunesse, sont sélectionnés pour des prix, mais là, on ne m'avait absolument pas informé et j'ai découvert ça par hasard par quelqu'un qui m'a tagué sur Facebook, donc quelqu'un de l'organisation. C'est une association Polar Vin et compagnie qui est dans l'Aveyron. Et c'est finalement des classes de l'Aveyron, du Larzac, qui ont voté pour Crime sous haute tension, qui a reçu ce prix. Donc c'est vraiment un honneur pour moi. C'est un honneur d'être désigné par ces classes du Larzac, en particulier de Milo aussi. Et c'est une belle reconnaissance finalement. Et bon, en tout cas, au nom du groupe, félicitations. Et justement, il y a Frédéric qui nous pose une question intéressante par rapport à ces prix, qui dit, tu en as eu plusieurs, des prix littéraires, mais lequel t'a plus surpris? Alors c'est vrai que j'ai obtenu quelques prix. Le premier avait été le prix du meilleur polar auto-édité au Salon du Livre de Paris. C'était une époque en 2015 où j'étais encore auto-édité, évidemment. C'était un prix qui m'avait surpris à ce moment-là parce que bon, j'étais pas du tout connu. On est dans un monde un peu particulier qu'est le monde de l'auto-édition, donc des auteurs indépendants. J'arrive à Paris, il y a 82 auteurs sélectionnés, si je me souviens bien, 81 français, un suisse, et puis c'est le petit suisse qui gagne avec un polar qui s'appelle Emorata pour quelques grammes de chair. Un polar qui se passe pour moitié en Suisse, dans la ville de La Chaux-de-Fonds, qui est une de mes villes, c'est la ville où j'ai finalement mon bureau de procureur, le ministère public. Et puis l'autre moitié, alors au sud de la France, en Camargue. La deuxième partie va se passer entre les Saintes-Maries-de-la-Mer, entre le Grau-du-Roi, entre Aigues-Mortes, toute cette région-là. Et pour moi, ça a été une belle reconnaissance. Et puis, l'autre prix que j'ai obtenu, alors beaucoup plus récent, en 2022 à Marseille, c'est le prix de l'évêché, et celui-ci m'a passablement surpris aussi. Surpris et considérablement honoré parce qu'il est venu récompenser Hérézix. Hérézix, c'est à ce jour, je pense, mon polar le plus violent, le plus noir. Il se déroule principalement en Occitanie, mais très majoritairement dans l'Hérault, entre Montpellier et Béziers, les stations balnéaires du Cap d'Agde, de Vias-Plage et pas mal de régions dans l'Hérault. C'est un polar contemporain, mais avec quelques flashbacks sur la croisade contre les Cathares au XIIIe siècle. Et pour participer au prix de l'évêché, eh bien, il faut respecter notamment les procédures policières, judiciaires françaises. C'est un prix, le prix de l'évêché à Marseille, donc du nom du commissariat de la police judiciaire de Marseille, qu'on peut comparer au prix de l'embouchure à Toulouse, ou encore alors, au prix prestigieux et très connu du Quai des Orfèvres, puisqu'il s'appelle pas encore le prix du Quai de Bastion, mais le prix du Quai des Orfèvres, qui est récompensé là par le monde, on va dire, principalement policier parisien. Donc, c'est un prix qui m'a surpris et honoré parce qu'il est remis par des policiers marseillais, de la police judiciaire de Marseille. Et pour moi, il n'était pas évident pour le petit Suisse que je suis. Alors, même si je travaille depuis 26 ans dans la justice pénale, avec la police, la gendarmerie, la police scientifique et tout ça, il y a quand même des articulations qui sont fondamentalement différentes entre la Suisse et la France, au niveau police et gendarmerie. Il y a des règles procédurales au niveau des autorités judiciaires, procureurs et juges d'instruction qui sont aussi différentes. Et donc, ce n'était pas évident pour moi. Je me suis fait aider par plusieurs personnes, par des collègues français procureurs, par un gendarme en particulier de Béziers qui m'a bien renseigné sur le système. Mais on n'est jamais à l'abri de faire une erreur, même comme professionnel de la branche. Et pour avoir parlé après la remise du prix avec des policiers marseillais, lors de l'apéritif à la villa du gouverneur, c'est une soirée extrêmement sympa, en présence de tout le gratin marseillais, de la police, de l'armée, de la gendarmerie. Eh bien, je me souviendrai toujours de cette discussion avec ces deux policiers marseillais qui me disent, écoutez, monsieur Feuz, voilà, le jury vous a remis ce prix, félicitations, mais on voulait vous dire, on a quand même beaucoup hésité, beaucoup parlé dans le cadre des délibérations parce qu'on a trouvé votre polar extrêmement violent.
Et là, j'ai éclaté de rire parce que je me suis dit, eh bien, dis donc, si des policiers marseillais trouvent un polar très violent, eux qui sont, C'est vrai. je pense, habitués à la violence, c'est que j'ai dû aller peut-être un peu trop loin. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette anecdote. Et d'ailleurs, ça nous permet de rappeler que la semaine dernière, on a eu Jérémy Classe, le lauréat du prix de l'évêché 2025, avec son roman L'Horloger aux éditions Enos d'Ormesson. Et d'ailleurs, c'est lui qui va te poser une très belle question tout à l'heure en fin d'émission. J'ai hâte de te la poser. Justement, il y a une question intéressante. Tu disais tu dis que tu es procureur. Et il y a une question intéressante justement de Laurent Alain, bonsoir, qui nous dit est-ce que votre métier de procureur, c'est ce qui vous a poussé à écrire du polar? Alors, il faut repartir très loin dans ma vie, je dirais, de l'âge de 14 ou 15 ans, parce que j'étais déjà à cette époque fan de polar et de thriller, que ce soit en littérature, au cinéma ou à la télévision. Et voilà, j'avais depuis cette époque-là des scénarios, des bouts d'histoire qui tournaient dans ma tête, des idées. Et évidemment, quand on a 14-15 ans, c'est très difficile de concrétiser ça sous une forme ou une autre. Quand j'étais un petit peu plus petit, fait de la bande dessinée, mais j'étais très mauvais dessinateur. Je racontais des histoires. Ce qui m'intéressait, c'était pas tellement de dessiner, je ne savais pas le faire, mais c'était de voir mes histoires prendre forme en dessin et surtout de mettre les petits personnages et les bulles de dialogue. J'ai aussi fait un petit peu plus tard, je dirais à l'âge de 14-15 ans, de la vidéo avec un copain qui, lui, était fan du côté tournage. Et moi, je faisais des scénarios, on tournait des courts-métrages. Alors, c'était des courts-métrages qui pouvaient être légèrement policiers, parfois horrifiques, enfin, ce genre de choses. Mais je dirais que le métier de procureur, lui, m'a amené au fil des années la connaissance du terrain. Donc, comme je disais avant, on travaillait avec tous les métiers de la justice pénale, avec la police judiciaire, la gendarmerie, la police scientifique, la médecine légale, le monde des experts psychiatres, le monde des avocats, évidemment, le monde carcéral. Travailler tous les jours dans ce domaine-là apporte un savoir-faire. Et puis, finalement, aujourd'hui, effectivement, comparé à d'autres auteurs de polar qui ne sont pas forcément du milieu, j'ai probablement sur ces sujets-là beaucoup moins de recherches à faire. Eh bien, merci à toi. Pas mal de questions qui arrivent. René qui nous dit un doux sourire, Nicolas, qui va nous parler violence. Alors, est-ce que tu vas nous parler violence ce soir avec ton doux sourire? On me dit souvent que je suis un personnage assez lumineux et qu'on ne comprend pas comment je peux écrire des horreurs dans mes livres. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'auteurs de polar. Finalement, j'ai appris à en connaître pas mal en fréquentant des salons du polar, d'abord en Suisse, maintenant surtout en France. Et je me rends compte que c'est une grande famille. La plupart du temps, les auteurs sont extrêmement sympathiques, lumineux pour reprendre cet adjectif. Et c'est vrai que quand on voit la gentillesse, par exemple, d'un Franck Tillier ou d'un Nico Taquion, tout comme ça, on se dit, voilà, peut-être qu'on déverse dans les livres toute la part sombre de notre personnalité et qu'il reste à l'extérieur que la part voilà, claire, lumineuse. Alors, je vois qu'il y a nos chers amis Sonia et Séraphine posent des questions. Alors, les filles, je vous propose de les réserver pour tout à l'heure quand vous serez avec nous, sauf si vous voulez qu'on les pose maintenant. Hein, oui, elles font envie de la tête. Non, bon, je sais pas. En tout cas, il y a juste une question effectivement intéressante de René qui dit, pour vous, Nicolas, est-ce qu'il est plus difficile de juger que d'être jugé? Ça c'est compliqué comme question. Merci René. Ouais, merci René. Non, c'est intéressant et ça m'amène à une réflexion plutôt sur mon métier judiciaire que d'écrivain, évidemment. Je dois préciser qu'avant d'être procureur, j'étais de 99 à 2010 juge d'instruction. Et la particularité du juge d'instruction, en tout cas en Suisse, alors en France je crois aussi, mais en tout cas en Suisse et dans mon canton à l'époque, pendant ces 12 ans durant lesquels j'ai exercé, c'est que je n'avais pas à juger. Et ça, pour moi, c'était vraiment un immense plaisir, c'est-à-dire que mon travail se résumait à l'enquête, au travail avec la police judiciaire, la gendarmerie, mais une fois l'enquête terminée, une fois le dossier pacté, ficelé, on l'envoyait au tribunal et on en était dessaisi. Je n'avais donc pas apporté finalement un jugement sur les gens, même si j'avais, comme juge d'instruction, des décisions à prendre, en particulier au niveau des incarcérations, donc des placements en détention, qui sont vérifiés en tout cas en France par le juge de la détention, mais en Suisse, j'avais cette compétence seule.
Il existait bien entendu des voies de recours, mais voilà. Je n'avais en revanche jamais à décider si quelqu'un était coupable ou non coupable, et c'était assez agréable, je dirais. Et puis, le 1er janvier 2011, la Suisse a dû faire un choix. C'est-à-dire que jusqu'en 2010, on avait en Suisse 26 systèmes de procédure pénale différentes, donc un par canton. Et il existait des cantons où il y avait le juge d'instruction et le procureur, et d'autres cantons qui avaient uniquement le procureur. Un petit peu le système, c'est le système allemand. Et la Suisse, en 2010, fin 2010, début 2011, a décidé d'adopter le système allemand. Donc on a supprimé la fonction du juge d'instruction. Elle n'existe plus en Suisse depuis 2011. C'est une velléité sarkozyste en France, puisque Sarkozy avait le président Sarkozy avait cette intention de supprimer la fonction du juge d'instruction, ce qui a provoqué des levées de bâtons de boucliers, on va dire, chez les avocats, chez les magistrats notamment, policiers peut-être aussi. Aujourd'hui, les juges d'instruction sont toujours présents en France, mais je sais que le débat existe toujours aussi. On m'avait invité en 2020, en mai 2020, à donner une conférence lors d'un colloque à Saint-Étienne, pour le barreau de Lyon et Saint-Étienne, enfin barreau et magistrature. Et c'est évidemment une conférence qui a été annulée en raison du Covid, donc elle n'a pas eu lieu, elle n'a pas été reconduite. Mais on m'avait demandé d'aller donner mon avis sur le système suisse devant ces barreaux et ces magistrats de Lyon et Saint-Étienne. Et je m'étais préparé à dire aux Français à cette occasion, ne faites pas cette bêtise, ne supprimez pas la fonction de juge d'instruction, elle est importante. Réunir la fonction de procureur et de juge d'instruction dans une seule et même personne, c'est à mon avis pas la bonne solution, même si je la vis aujourd'hui depuis bientôt 14 ans. Je pense que c'est assez agréable d'avoir cette indépendance et impartialité du juge d'instruction par rapport au procureur qui a finalement un autre rôle devant le tribunal. Voilà. Maintenant, chaque système a ses avantages et ses désavantages, mais je fais quand même partie de ces magistrats qui regrettent en Suisse la disparition de cette fonction. Il y a Laurent qui nous dit justement, hop, le commentaire il est là, le plus dur dans le métier de juge, c'est la peur de se tromper ou en fonction de la dureté des affaires, se rendre compte qu'on a raison. Est-ce que tu es d'accord? Les deux. L'erreur judiciaire est évidemment une épée de Damoclès ou on va dire un épouvantail qu'on a toujours en tête quelque part. On espère ne jamais se tromper. Bien évidemment, la justice est humaine et puis on va dire que seule la justice divine est probablement parfaite, mais voilà, on ne peut pas l'appliquer. Est-ce que je me suis déjà trompé dans ma vie? Probablement, pas forcément le sachant. Le spectre de l'erreur judiciaire, il est surtout en fonction des répercussions que ça peut avoir sur la liberté des personnes. Donc, on le met surtout en parallèle avec la détention, que ce soit au niveau du prononcé d'une peine, mais au niveau aussi de la décision de mettre quelqu'un en détention provisoire avant le jugement. Et donc, c'est vrai que quand on a des doutes en cours d'instruction, on prend la décision souvent de ne pas arrêter la personne. Donc, il y a quand même une instruction pénale qui est menée, mais avec la personne en liberté. C'est en tout cas mon credo et le principe que j'applique tous les jours. D'accord. Ça, c'est pour la dureté de l'erreur, ça. La dureté de se tromper. Et puis la dureté d'avoir raison face à certaines situations atroces, bien entendu qu'elle existe aussi, mais là, je dirais qu'on n'est plus passif. Ma foi, le crime a toujours existé. Et bien évidemment qu'il faut des gens pour le traiter, que ce soit au niveau police, au niveau justice ou à d'autres niveaux. C'est clair, et c'est aussi, je pense, une des explications pour lesquelles le tout public a une certaine fascination pour le polar. C'est que le tout public est intéressé par les techniques de police, de gendarmerie, les techniques d'enquête. Il y a eu beaucoup de focus sur la police scientifique pendant des années. Maintenant, on dérive gentiment sur la police numérique en particulier. Alors, c'est peut-être moins sexy que les prélèvements d'ADN et ce genre de choses. Mais il y a cette fascination-là pour les techniques policières, pour un monde qui est assez silencieux, assez invisible, on va dire, qui se dévoile peu au grand public. Et puis, il y a une autre fascination qui est celle plutôt du côté
des auteurs de crimes et de délits, en particulier pour les auteurs de crimes graves, les meurtres, les assassinats, on va parler de serial killer peut-être aussi, cette fascination d'entrer dans la tête de quelqu'un pour comprendre comment cette personne peut commettre des atrocités. Et je pense que ça, c'est à la fois on parle d'une certaine fascination morbide. Bah, exactement. En tout cas, c'est très intéressant de t'écouter et je remercie toutes les personnes qui arrivent et qui nous posent des questions. On rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, que tu es avec nous pour nous parler donc de ton dernier roman, Les Extradés aux éditions Rosy and Wolf. C'est bien comme ça qu'on dit. Oui, Rosy and Wolf. Oui. Rosy and Wolf, voilà. Donc, on aura la chronique de Sonia dans quelques instants et je sais qu'elle a des questions à te poser puisqu'elle commence. Elle a compris le principe maintenant qu'on pouvait mettre des commentaires. Donc, maintenant, elle en met à chaque fois, à chaque émission. Donc, on va pouvoir les lui poser. Mais il y a justement la belette stéphanoise qui est avec nous. Bonsoir, qui nous dit bonsoir, est-ce que vous vous inspirez d'affaires que vous avez traitées pour vos polars, Nicolas? Alors, excellente question, et je vais répondre oui et non. C'est-à-dire que, alors, pour tous mes polars, je m'inspire de ce que j'appelle les généralités, c'est-à-dire, encore une fois, les méthodes de travail de la police judiciaire et gendarmerie, des méthodes à disposition au niveau de la police scientifique, de la police numérique, pas seulement des méthodes, mais aussi dans les généralités, ce qu'on pourrait appeler les ambiances générales dans les bureaux de la police lors d'une enquête sous pression, sur une scène de crime, ce qu'on peut constater aussi quand on est sur une scène de crime. Comme procureur et comme juge d'instruction auparavant, j'assume des services de permanence, je vais sur les lieux et en particulier sur les scènes de crime, sur les lieux des infractions les plus graves, donc évidemment des meurtres, des assassinats, des cadavres en tout genre, des accidents, de la circulation ou autre, j'en ai vu quelques centaines, je pense, en 26 ans. Donc, il faut être blindé pour ça. Mais voilà, c'est des ambiances, les dialogues qu'un procureur et un inspecteur ou qu'un procureur et un médecin légiste peuvent avoir sur une scène de crime à 3 heures du matin sont des ambiances hyper particulières que j'essaye de retranscrire parfois dans mes polars. Maintenant, une affaire en particulier, j'ai une limite, c'est-à-dire que c'est la limite de ce qu'on appelle en Suisse le secret de fonction ou le secret de l'instruction. Donc, je ne peux pas trahir ce secret en révélant des affaires existantes. Mais ce que je peux faire en revanche, c'est parfois prendre des bribes, des détails d'une affaire et prendre ces détails et les sortir de leur contexte pour les placer dans un polar, dans un autre contexte. C'est ça, je dirais, le tout public ou les parties qui connaissent le dossier ne vont pas forcément les reconnaître. Il y a parfois un policier ou un gendarme qui vient vers moi et qui me dit « Oui, ce que tu as écrit là, à telle page dans ton dossier, je pense que ça vient de telle affaire qu'on avait traitée ensemble. » Et souvent, je lui réponds « Peut-être. » Voilà. Donc, ça arrive. Maintenant, il y a mes affaires, évidemment, c'est une chose. Il y a les affaires des collègues qui sont des collègues de ma région, de mon ministère public, donc des affaires auxquelles je peux avoir accès dans le cadre de la fonction. Donc, ça, elles sont évidemment soumises au secret de fonction. Il y a des affaires dont j'entends parler par des collègues d'autres cantons ou même d'autres pays, des collègues français qui me parlent de certaines affaires. Là, je dirais que les limites sont aussi posées un petit peu par ce qui a été révélé au grand public par la voie de la presse. Donc, c'est clair que ce qui est révélé au grand public ne fait plus partie du secret de fonction. Et là, je peux tout à fait m'en inspirer de manière un peu plus libre. Et puis, on va parler tout à l'heure des extradés. Alors, dans les extradés, c'est peut-être un des polars où il y a le plus de true crime, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de pans du livre qui sont des vraies affaires. Eh bien, écoute, justement, tu fais une très belle transition, c'est le moment d'accueillir notre chère amie Sonia, croqueuse de livres, pour la chronique du livre. Sonia, qui, je le sais, il y a beaucoup de questions à te poser. Et en plus, elle a dit qu'elle t'en voulait de l'avoir mené par le bout du nez comme ça pendant tout ton livre. Oula. Donc, Sonia, en 2-3 mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Et ensuite, on t'écoute pour la chronique. Par rapport à ce que vient de dire Nicolas. Voilà, c'est un thriller. Déjà, quand j'entends Nicolas dire qu'il y a une bonne partie où c'est des histoires je suis en train de me chercher dans le livre lesquelles qui peuvent. Elles sont plus pires les unes que les autres. Donc, ça fait quand même un petit peu peur. Voilà, donc, ouais. Eh bien, écoute, justement, juste avant d'écouter la chronique de Sonia, puisque je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent justement sur ce livre,
Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le synopsis, Nicolas, de ce livre? Oui, alors les extradés, c'est majoritairement un huis clos. C'est pas complètement un huis clos, mais je dirais que les 2 tiers du livre, c'est un huis clos dans une prison pour femmes. La prison de la Tuillerie-à-Launay, c'est une prison qui existe en Suisse, et en particulier en Suisse romande, donc francophone. C'est d'ailleurs dans cette partie de la Suisse la seule prison exclusivement pour femmes. Il existe d'autres prisons où il existe des secteurs femmes, bien entendu qu'on ne mélange jamais les secteurs hommes et les secteurs femmes dans des prisons mixtes, mais celle-ci, la Tuillerie-à-Launay, c'est exclusivement des femmes, en tout cas aujourd'hui. Et on va retrouver dans un secteur particulier de cette prison 5 ou 6 détenus, si je me souviens bien, 6. Voilà, c'est des extradés. Pourquoi les extradés? Alors, ce n'est pas un titre officiel au sein de la prison, mais c'est 6 femmes qui ont un lien avec l'extradition, c'est-à-dire 6 femmes qui soit ont été extradées de l'étranger à la Suisse parce qu'elles étaient recherchées par la Suisse pour des crimes commis, soit qui sont en attente d'extradition en Suisse en vue d'être renvoyées dans un autre pays, parce qu'elles ont commis des crimes ou délits dans un autre pays. Ça me permettait aussi d'aborder un peu ce domaine particulier de l'extradition, qui est peut-être moins connu du grand public, mais que j'applique très régulièrement dans mes procédures. Et puis, le dernier tiers du livre est une enquête à l'extérieur de la prison, qui est menée par le procureur Jemson, qui est un de mes personnages récurrents, sa greffière aussi, Flavie Keller. C'est une enquête qui démarre sur la disparition d'une adolescente et le suicide de sa meilleure amie. C'est difficile d'en dire plus parce que c'est un polar où si on en dit trop, on risque de le spoiler. Voilà. Écoute, en tout cas, merci pour cette présentation. Et Sonia, juste avant de poser ta question, on t'écoute pour la chronique. Oui, juste une petite question. Donc, on dit comment le procureur? Moi, je le dis Jensen. Je ne sais pas comment on le prononce. Oui. Alors, Norbert on peut dire Jameson ou Jemson, c'est égal. Dans mon esprit, c'est un nom d'origine danoise. Je pense qu'on dirait plutôt Jemson, mais Jameson, ça va très bien. Juste parce qu'on est entre l'encre et les mots et que Sonia adore les défis, dans la chronique, tu vas me dire Norbert Wemson. Voilà. Je ne dis pas le prénom, mais je dis le nom. Alors, on t'écoute pour la chronique. Suisse. 2 lieux, 2 moments, 2 ambiances. En parallèle, 2 histoires qui, au fil de la lecture, se rejoignent. Une jeune fille de 12 ans est retrouvée morte. Sans équivoque, c'est un suicide. Au même moment, sa meilleure amie disparaît et son père crie à qui veut l'entendre que c'est son ex-femme qui l'a enlevée. Une enquête haletante se met alors en marche. Puis, nous avons 5 femmes, dans un huis clos carcéral, où règne la peur, le droit de vie ou de mort. Elles, parquées dans une unité spéciale pour détenus, bannies de la société, par les leurs et la justice. Ambiance oppressante et angoissante. Le procureur Jemsen va tenter de dénouer les fils de cette pelote pas tout à fait ordinaire avec l'aide de sa greffière Flavie. Questions, inquiétudes, temps qui défilent, arriveront-ils à temps avant un drame de plus? Quel lien peut-il y avoir entre toutes ces femmes et cette disparition inquiétante? Procureur intrigant, greffière un peu trop impliquée, personnage à la limite du supportable pour certaines et certains. C'est un véritable mélange des genres et des troubles obsessionnels. Folie meurtrière, folie tout court. L'auteur nous fait un condensé de ce qui peut être réuni dans notre société et je dois l'avouer, cela fait peur. Fiction ou réalité? Je suis sûre qu'en y regardant de plus près, nous ne sommes pas loin de la réalité. En tout cas, le personnage qui m'a le plus marqué, c'est Steva. Mon Dieu, le passage sur son histoire m'a fait froid dans le dos, m'a hérissé les poils et m'a fait frémir de peur. D'autres m'ont touchée, émue. Prise à partie, prise en otage par l'auteur, on a du mal à être objective. Plume cinglante, percutante, sanglante, Nicolas a le don de vous retourner le cerveau et les tripes. 3/4 du livre, retournement de situation à laquelle on ne s'attend pas. Et puis paf, encore une fois, l'auteur se joue de nous. À peine une page de tournée qu'il remet le couvert. Une avalanche de sentiments qui nous emporte dans son élan. Et là, clap de fin, le pompon sur la Garonne. Tu trébuches, tu tombes direct dans les filets de Nicolas. Et oui, il a fait de toi sa prisonnière, son prisonnier. Tu prends perpète en refermant ce livre. Joli.
Merci. Donc, je ne vous remercie pas de m'avoir retourné le cerveau jusqu'à la fin. Alors, je peux peut-être révéler en quelques mots ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas dans les extradés, mais c'est vraiment quelques mots et il faut que je fasse évidemment attention pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu de ne pas spoiler. Je dirais simplement, Sonia, que dans le livre, il y a 6 détenus, si je me souviens bien, dans le secteur carcéral, si on compte Tania et... j'oublie maintenant le nom de la principale, évidemment, la mère. Mais voilà, c'est Tania qui est aussi un personnage récurrent dans ma série Emson et la mère de l'enfant qui a disparu. Finalement, leur histoire, on les découvre, on les connaît déjà par d'autres biais. En revanche, les 4 autres détenus, j'ai créé pour celles-ci 4 flashbacks qui expliquent leur arrivée en prison, pourquoi elles y sont, ce qu'elles ont commis. Et en réalité, ces 4 flashbacks sont tous vrais. C'est 4 histoires vraies. Alors désolé pour celle de Steva, c'est une histoire vraie, alors romancée mais vraie. Et les 3 autres aussi. Donc voilà, elles sont sorties de leur contexte, elles sont placées dans d'autres contextes, mais elles sont vraies. Et puis, alors quelque chose qui est alors bon, ça c'est un détail, mais la manière dont l'adolescente qui se suicide, enfin la manière que l'adolescente utilise pour se suicider est aussi une histoire vraie, une histoire qui m'avait beaucoup marqué parce que c'est une méthode assez particulière. Et puis surtout, alors le gros, mais c'est là qu'il y a le risque de spoil, c'est que je dirais simplement que l'ensemble de ce qui se passe dans la prison et le rebondissement principal du livre en prison est une histoire vraie. Je le précise parce que j'ai eu droit, de la part d'un journaliste et de quelques blogueurs, à des remarques du style c'est trop gros pour être crédible, ça ne doit pas être possible dans la réalité. Or, oui, c'est une histoire vraie. Et oui, les techniques utilisées sont des techniques vraies. Je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Voilà, je me limiterai à dire ça. Simplement, Rosiane Wolf a pris une décision, en accord avec moi, bien entendu, par rapport à ses remarques. C'est que le livre va sortir bientôt en édition poche et que l'édition poche comprendra en 4e de couverture une phrase supplémentaire qui est celle inspirée d'une histoire vraie. Voilà, il fallait clarifier la chose pour que... Voilà. Pour couper court en fait, sans le savoir, quand je dis dans ma chronique fiction réalité, en fait, je suis mais alors complètement dessus, quoi. Alors l'entier du puzzle des extradés et en particulier toute l'histoire de la disparition est en revanche fictive. Voilà. C'est vrai. Et moi, j'aurais voulu savoir justement, donc, qu'est-ce que le procureur Jensen a de vous? Ah, ça c'est une grande question. Quand j'ai créé la série Emson en 2018, 2018 en fait c'est l'année où je suis passé de l'auto-édition à l'édition traditionnelle. J'étais passé à l'époque chez l'éditeur Slatkin et compagnie, qui est devenu aujourd'hui Istia et compagnie, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et là, il m'avait dit, écoute, il faut laisser tomber tes personnages des séries précédentes, en particulier auto-éditées, parce que c'est des séries qui ne sont pas disponibles en France, en tout cas pas pour l'instant. Donc il faut repartir à zéro. Et là, il m'a dit, mais crée une série avec des personnages qui vont devenir récurrents. Réfléchis à des personnages qui soient originaux. C'est-à-dire des choses qui ne soient pas forcément vues et revues. Et là, il m'a dit, ben voilà, tu vois, un duo de flics, c'est vu et revu. Un flic et un journaliste, c'est déjà vu. Un flic et un médecin légiste, c'est déjà vu. et il m'a dit, bah, essaye de réfléchir à quelque chose. Et là, c'est même l'éditeur de Slatkin et compagnie à l'époque qui m'a dit, mais tu es procureur, alors pourquoi pas un procureur? Et je me suis dit, bah oui, effectivement, pourquoi pas. J'ai choisi ce personnage de procureur, je me suis dit, bah, il lui faut un binôme, et le binôme d'un procureur, logiquement, alors bien évidemment qu'il y a les policiers et les gendarmes, mais le binôme d'un procureur, c'est son greffier ou sa greffière. Et là, je suis allé plus loin dans la réflexion en me disant, mais alors le procureur n'est pas, contrairement au juge du tribunal,
n'est pas un personnage exclusivement de bureau ou de prétoire. C'est un personnage dans le monde judiciaire, en tout cas en Suisse, qui va sur le terrain, qui assume des services de permanence, qui... Allez, moi j'ai été spécialisé aussi dans la lutte contre le trafic de stupéfiants pendant plus de 20 ans. J'allais régulièrement faire des descentes avec la brigade des stupéfiants et les brigades d'intervention, donc le groupe d'intervention, cagoulé, casqué, tout ce qu'on veut, les béliers, les portes qui éclatent à 6 heures du matin, ce genre de choses, j'en ai fait pas mal. Donc le procureur peut aussi être un homme de terrain, mais il fallait que ça aille au-delà. Il fallait avoir un procureur qui soit un petit peu sur le fil du rasoir, sur la ligne, qui soit à la limite de franchir la ligne rouge. Et pour ça, rien de tel qu'un procureur qui soit un petit peu plus pragmatique, un petit peu plus humain que quand on est dans les carcans de la loi. Et je me suis dit, je vais créer ce personnage qui a des problèmes d'amnésie, j'en dirai pas plus, parce que c'est un rapport avec le miroir des âmes, qui est le premier de la série, mais finalement un personnage qui réagit aux situations de manière humaine, sans forcément tenir compte des limites de la loi. Et pour ça, ça m'a permis de créer un personnage de greffière, Flavie Keller, qui est un petit peu son garde-fou, et qui va, tout au long de la série, lui rappeler les limites qu'il ne peut pas franchir. Voilà, c'est la jeunesse de ce duo. Alors, il y a un petit peu de moi dans Jameson, il y a un petit peu de fantasme, qui est peut-être le fantasme de parfois vouloir franchir la ligne rouge pour arriver à ses fins. Ce que je ne fais pas dans la vraie vie, ou en tout cas j'espère ne pas le faire consciemment, mais ce que Jameson fera de temps à autre. D'accord. En tout cas, merci à toi. Question très intéressante. Pascal qui est avec nous, bonsoir, qui nous dit « Je voudrais savoir comment êtes-vous venu l'idée d'écrire ce style de livre, que des livres policiers ou autres ?» Bon, tu as partiellement répondu un petit peu en début d'émission tout à l'heure, mais pour ceux qui nous rejoignent. Alors, merci Pascal pour la question. Effectivement, moi je suis un fan, je vais répéter là que je suis un fan de polar et thriller depuis l'âge de 15 ans. Donc, dès le moment où je me suis lancé dans l'écriture, c'était logique que je me lance dans ce style-là. En plus, j'avais l'appui des connaissances de mon métier depuis 26 ans aussi. Ce qui fait que je n'ai pas vraiment réfléchi. Je me sentirais incapable de partir dans du roman à l'eau de rose, de partir dans de la science-fiction ou du fantastique, mais même si c'est des genres que j'adore, c'est des genres que j'adore en littérature, que j'adore à la télévision. Je suis fan de Star Wars, je suis fan du Seigneur des Anneaux et de tous les dérivés, on va dire, de ces mondes-là. Mais je n'ai pas l'âme, par exemple, à imaginer un monde futuriste ou un monde médiéval, médiéval fantastique. Donc voilà, il est logique pour moi que je reste dans ce style-là. Néanmoins, il m'est arrivé de faire un écart tout au long de... je peux parler de carrière d'écrivain, presque depuis 2010, parce que depuis 2010, j'ai écrit à ce jour 20 romans policiers pour les adultes, 6 pour les enfants, et plus des nouvelles et quelques courts romans. Et j'ai fait en particulier 2-3 escapades du côté du fantastique. J'ai écrit deux nouvelles, de longues nouvelles qu'on appelle des novellas, avec une tendance fantastique. J'ai écrit un tout petit livre qui s'appelle La Dame Noire, qui est clairement du médiéval fantastique fantasy, du style Monde de Narnia, enfin ce genre-là. J'ai écrit, alors un des polars, c'est pas vraiment un polar, un thriller que je compte dans les 20 polar thriller pour adultes, qui s'appelle Le Calendrier de l'après, qui est beaucoup plus un thriller post-apocalyptique, qui se passe d'ailleurs en 2038. Donc, je m'aventure quand même de temps à autre dans ces univers-là, mais je reviens toujours au polar. Une petite colle. Donc, attends. Oui. Juste pour rappeler, justement, par rapport à ce que dit Nicolas, qu'on peut retrouver tous tes romans sur ton site internet, www.feuzenicolas.wixsite.com. On peut aussi retrouver toutes tes dates de dédicace, mais aussi pour ce qui est de tes 2 derniers romans, Les Extradés, on l'a vu tout à l'heure, et le premier dans la même maison d'édition, Le Philadelphiste. Donc, on peut les retrouver sur le site de l'éditeur. Voilà, et aussi sur tes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Sonia, nous t'écoutons. Voilà, alors, un feel-good écrit par Nicolas Feuze. Quel serait le titre? Aucune idée. Je suis vraiment...
Je me suis dit qu'un jour, mais ça n'a rien à voir avec le feel good, je me suis dit qu'un jour, j'allais peut-être m'essayer à la dark romance. Mais pour l'instant, c'est qu'une vague idée. Elle est probablement stupide et je ne le ferai peut-être pas, mais voilà. Écoute, Oh, Ah, feel je good, sais feel good jamais. encore moins. Feel good encore moins. un feel good qui s'appelle Aucune idée, ça peut être un bon titre, hein. On ne sait jamais où on va, Ouais, hein. c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Juste avant d'écouter l'extrait de Marie, en tout cas, merci Sonia pour ta chronique, hein. Il y a quelques commentaires qui te remercient pour cette très belle chronique. Question très intéressante qui dit l'écrivain, donc Nicolas Feuze, est-ce qu'il condamne plus facilement que le juge, Nicolas Feuze? Ah. C'est Oui, bah, René, hein. disons que l'écrivain dans, dans ses romans, qui par définition sont des fictions, peut se permettre de se tromper sans grande conséquence. Euh, en tout cas, quand il juge ses personnages. Et, et j'en parlais avant, hein, d'un côté, il y a la justice des hommes, de l'autre côté, il y a la justice divine. Et Dieu sait dans combien d'affaires j'aurais voulu que la justice divine s'applique plutôt que celle des hommes, mais ça, c'est évidemment des choses qu'on n'a pas le droit de dire devant le tribunal. Et voilà, on peut parfois peut-être libérer certains fantasmes dans les romans qu'on ne peut pas appliquer dans la réalité, c'est clair. Tu disais tout à l'heure aussi que dans certains livres jeunesse, tu avais l'habitude d'y mettre quelques amis, dont notre ami Jérôme Lobry. Et j'ai vu la question tout à l'heure passer qui dit est-ce que tu tues souvent tes amis dans tes romans? Alors, comment dire euh, il m'est arrivé de faire pas mal de clins d'œil à des amis d'une certaine notoriété, comme Jérôme Loubry ou comme d'autres, hein, parce il y a aussi Olivier Norek ou Nico Taquian ou même Levenbruck qui apparaissent dans un ou deux de mes romans où je m'étais amusé à faire ça, mais je ne suis pas le seul. Hein. Olivier Norek et Nicolas Lebel sont les spécialistes pour ce genre de gag. Donc, On les salue d'ailleurs, hein. voilà, on, on le fait de temps en temps. Maintenant, de là à les tuer, c'est autre chose. Mais oui, je l'ai fait avec Jérôme Loubry dans un polar jeunesse. Et puis dans cette série de polar jeunesse Frisson, bah, je suis en train d'écrire le deuxième où la victime s'appelle Nico Taquian. Donc je vais continuer à les dégommer les uns après les autres. On salue aussi Nico Taquian, hein, qui sera très prochainement avec nous, justement. Donc voilà, s'il nous regarde tous ce soir, vous inquiétez pas, Nicolas Feuze est très sympathique. En tant que juge, quand on est sûr à 100% de la culpabilité de quelqu'un, mais que l'on ne trouve pas la preuve irréfutable, comment fait-on, Nicolas? Je pense qu'on a des mécanismes de défense dans le cerveau qui font qu'on arrive à scinder, en tout cas c'est mon cas, à scinder le monde professionnel et le monde privé. Et je crois que j'ai toujours réussi à ne pas ramener à la maison mes affaires professionnelles. Alors ça ne veut pas dire que, spécialement depuis le Covid, je n'ai pas appris à faire du télétravail, mais même en télétravail, j'arrive à faire la part des choses. Il faut admettre, c'est plus difficile quand on est un jeune magistrat, quand on est un plus vieux magistrat. Je ne dis pas que je suis vieux, mais maintenant avec 26 ans d'expérience, j'ai quand même un petit peu de bouteille. Je pense qu'à un moment, quand on est un jeune magistrat, on veut à tout prix, un petit peu comme dans les films, coincer le coupable, trouver la preuve. Et quand on n'y arrive pas, on risque de ne pas endormir, on risque de vivre avec, même dans les moments privés, le samedi, le dimanche. Voilà. Et maintenant, moi, je crois que j'ai intégré l'idée que la justice pénale, quand bien même il y a des situations extrêmement dramatiques et dures, est finalement un jeu, entre guillemets. Et c'est ce qu'on appelle le jeu de la preuve. Et quand on n'a pas les preuves, il faut admettre qu'on a perdu. Voilà. Et parfois on perd, et parfois on gagne. Ça Le doit plus être dur, souvent, on ça, quand gagne. on sait que la personne est coupable, mais qu'on n'a pas la preuve. Oui, Oui, heureusement. absolument. Sinon, Absolument. je salue Christelle Mullenman, si j'écorche pas votre nom. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous, qui nous dit bonsoir, petite question pour Nicolas Feuze. Quels sont vos romans policiers préférés et également vos écrivains préférés? Merci à vous et bonne soirée. Merci. Alors, je pourrais en citer énormément. Je dirais que j'ai eu dans ma vie 3 périodes distinctes de lecture. Elles ont été assez séparées. Je sais pas, je l'explique pas forcément. J'ai eu une période plutôt américaine il y a pas mal d'années en arrière où c'était du polar, mais c'était aussi du roman noir, c'était aussi parfois des romans d'espionnage. C'est une période qui est loin derrière moi. Je suis moins fan aujourd'hui des auteurs américains où je m'en suis lassé à force.
J'ai eu une période nordique, comme beaucoup de gens, avec notamment en ayant lu tous les Mankell, tous les Nesbo. Alors Mankell, évidemment, est mort aujourd'hui, Nesbo continue. D'autres aussi, hein, qui sont plus récents, comme Adler Olsen, comme Indrid Hasson, que je suis. Mais depuis 2018, spécialement depuis que je fréquente un petit peu plus les salons du polar en France et en Belgique, je me suis mis à lire les copains, c'est-à-dire que je me suis mis à lire beaucoup plus français ou francophone au sens large. Et le début de l'écriture, parce que là il faut que je remonte en 2010, pour moi le déclic a été la lecture d'un roman de Jean-Christophe Granger. Alors je suis fan de Jean-Christophe Granger, mais comme certains me l'ont dit aussi, plutôt des premiers Jean-Christophe Granger. Donc, Le vol des cigognes, Les rivières pourpres, Le Miserere, en tout cas ces 3 livres m'ont profondément marqué. C'est suite au vol des cigognes que j'ai d'ailleurs commencé à écrire en 2010. Et je pense que mon style peut rejoindre un peu celui des premiers Granger. Voilà, on est dans le polar thriller sans concession, assez sombre, parfois très violent, mais avec cet aspect le plus réaliste possible. Dès l'instant où Granger est parti un petit peu trop dans l'ésotérisme, c'est là que j'ai décroché. Dans les auteurs, alors je ne vais pas dire dans les auteurs actuels, parce que Granger va encore sortir prochainement un livre et il est toujours actuel, mais c'est vrai que j'ai des auteurs que j'adore, comme Franck Tillier, comme Bernard Minier, pour citer des grosses locomotives actuelles, mais aussi des auteurs peut-être un peu plus confidentiels. J'ai cité Loubrier Taquian, je l'ai lu également, Norek aussi. Et puis un auteur un peu plus confidentiel, mais dont j'ai adoré les livres, mais qui sont atroces, c'est Mathias Köpping, Les démoniaques et le manufacturier, où je retrouve un petit peu certains... voilà, certains de mes livres peuvent s'approcher de Köpping, mais je dirais qu'il est peut-être encore pire que moi. Oui, Mathias est très, très, très pire. Ça, c'est vrai que, dont un, effectivement, rien que la couverture, le ton est donné déjà. Je ne me rappelle plus le titre, mais je le Alors moi, j'ai retrouvais avant la. l'impression que je me suis un petit peu assagi. C'est-à-dire qu'avec le philatéliste, peut-être pas avec les extradés, j'ai l'impression que je me suis un petit peu assagi. Puis avant ça, j'avais sorti Les larmes du lagon, qui était un petit peu plus soft. Mais c'est vrai que Hérézix, pour ne citer que celui-là, ou Aurora Borealis vont très loin dans la violence et la noirceur aussi. Juste avant l'extrait de Marie, Sonia, ta question. Alors, la question qui tue, hein, comme je marque. Que pensez-vous des auteurs féminines de thriller? J'ai pas compris, pardon. Que pensez-vous des auteurs? Que pensez-vous des auteurs féminines de thriller? Ah, les auteurs, les louves. Elles ne font pas toute partie des Entre louves, mais évidemment, c'est le phénomène actuel. Bon, alors, j'en ai lu plusieurs. J'en ai encore beaucoup à lire. J'ai lu Marlène Scharin, qui est une autrice suisse d'ailleurs. Beaucoup de monde l'ignore. Et j'ai beaucoup aimé ses 2 premiers romans. Je crois que j'ai une question à poser à Laure Rollier aussi, qui en fait partie. J'ai des autrices aussi que je rencontre souvent, que j'adore, comme Claire Favon, comme Céline Dangean, et je pourrais en citer tellement. C'est toutes, comme les mecs d'ailleurs, comme j'ai dit avant, on est tous une famille, on se connaît quasi tous. Il y en a certaines que je me suis promis de lire, que je n'ai pas encore lues. En particulier, je dois renvoyer la balle à Christelle Duchamp, qui m'a fait une chronique dithyrambique sur Hérézix, donc il faut absolument que je lise Christelle aussi pour me faire une idée de ce qu'elle écrit. Voilà. Malheureusement, comme beaucoup de gens, j'ai peu le temps de lire. Je suis un lecteur qui concentre ses lectures durant les vacances. Et puis j'ai un principe aussi que j'applique depuis quasi le début, c'est que quand je suis en écriture, je ne lis pas. Parce que je me suis rendu compte que quand je lis et que parallèlement j'écris des chapitres, mon style est influencé. Ouais. Oui, j'imagine que ça doit être le cas de beaucoup d'auteurs, effectivement. Ouais. En tout cas, merci pour ce petit clin d'œil au Louvre, Sonia, parce que ça me permet aussi de rappeler qu'à partir de septembre, on diffusera les émissions sur la page Entre l'encre et les mots, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et en plus, on commencera le mois de septembre, cette saison 2, par un mois spécial Les Louvres du Polar, avec des noms que tu as cités, des Magali Collet, des Anouk Schuttenberg, Laure Rollier qui sera avec nous vendredi, mais c'est voilà, et puis bien sûr, on a aussi J'ai même oublié Anouk, et j'aurais dû commencer par Anouk Schuttenberg, qui, dans son dernier livre, parle du procureur Feut. Donc,
Je suis même devenu un personnage de fiction dans un livre d'Anouk. Ah bah voilà, ouais, donc t'aurais dû. Hein. Là, je suis sûr, elle nous regarde ce soir, elle t'en voudra. Hein. D'ailleurs, on lui dira de te poser une question exprès pour toi au mois de septembre. En tout cas, merci beaucoup, Sonia, pour cette question. Alors, je regarde. Est-ce qu'il y a une nouvelle question? Voilà, Christelle qui te dit merci beaucoup, Nicolas, et bonne continuation. Merci à toi. Allez, ce que je vous propose, c'est d'écouter l'extrait de Marie. Donc, l'extrait de Marie Méran, la comédienne de cette émission qu'on embrasse, qui nous a lu le premier chapitre de ce livre, Les Extradés, aux éditions Rosie Wolf, de Nicolas Feuz, qui est avec nous ce soir. Donc, encore merci à toi, Nicolas. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter cet extrait. Il dure à peu près 3 minutes 20. Marie Méran présente un roman de Nicolas Feuz, Les Extradés, aux éditions Rosie Wolf. Estavayer-le-Lac, jour J. Nul cri n'est plus terrifiant que celui d'un parent qui survit à son enfant. Il colle au tympan comme l'odeur du sang aux narines. La mémoire auditive devient aussi puissante que la mémoire olfactive. Assis à l'arrière du SUV, perdu dans ses pensées et épuisé par les événements des derniers jours, Norbert Janssen regardait défiler le paysage sans vraiment le voir. Une large étendue bleu marine, sous les lueurs pastel de l'aube, et au premier plan, la végétation assez dense, floutée par la vitesse du véhicule de police. L'esprit du procureur vagabondait quelque part au milieu de ce décor impressionniste qui rappelait un peu Cézanne, entre formes éphémères et celles qu'on ne voyait pas, entre lumière et néant. Janssen n'avait jamais entendu Flavie ou Tania hurler de douleur, mais il les avait souvent imaginées pleurant à l'unisson, soudées dans la tourmente. Transposant sur elles les cris de ses mères et de ses pères qui avaient perdu un fils ou une fille, des cris entendus tant de fois au cours de ses missions dans les Balkans, quand la guerre faisait encore rage au Kosovo, quand il était un autre, dans une autre vie. L'ancienne vie de Janssen le rattrapait parfois, comme le passé d'un prisonnier. Un moment hors du temps, et à cet instant précis, le procureur redoutait d'entendre une nouvelle fois ce cri. Un léger vent d'ouest hérissait les flots et se faufilait à travers les roseaux qui frémissaient à peine au passage du convoi. De temps à autre, des oiseaux dérangés par le bruit des moteurs s'envolaient en manifestant leur mécontentement. Les 3 voitures banalisées et le fourgon d'intervention avaient quitté Fribourg dans la nuit, contourné Payerne et traversé Estavayer-le-Lac encore endormi. Par choc contre par choc, ils roulaient à vive allure sur le chemin des Lacustres en direction d'Yverdon, au cœur de la Grande Carissée, 50 km de chemin pédestre et cyclable qui s'étendait sur la rive du lac de Neuchâtel, au cœur d'une réserve naturelle abritant le quart de la flore et de la faune suisse. Ils passèrent à côté d'un volumineux bloc erratique au bord de la route, puis d'une station d'épuration qui détonnait complètement au milieu des arbres et de la nature sauvage. Le passager avant se tourna vers les 3 occupants de la banquette arrière. « Tenez-vous prêts, on arrive. » L'annonce tira Janssen de ses pensées. Il regarda sa greffière au centre, puis le commissaire à sa gauche. L'air grave, épuisés eux aussi, Flavie Keller et Daniel Garcia étaient restés silencieux depuis le départ du convoi. À l'avant, le chauffeur, un policier fribourgeois dont le procureur avait oublié le nom, et à sa droite, l'inspecteur vaudois Pascal Kneuss, n'avaient échangé que des banalités pour meubler l'insupportable incertitude qui les accompagnerait jusqu'au bout du chemin. La tension des derniers jours n'avait rien de comparable à la prière qui brûlait maintenant toutes les lèvres, pourvu qu'on n'arrive pas trop tard. Les Extradés de Nicolas Feuz, lus par Marie Méran, la comédienne de l'émission. Merci à elle pour cet extrait et ces bruitages. Qu'est-ce que tu as envie de dire, Nicolas, d'entendre ton extrait lu par Marie? Ce que je vais toujours dire quand un comédien professionnel ou une comédienne professionnelle lit un de mes livres ou un passage d'un livre, je déteste la lecture à haute voix, c'est-à-dire je déteste, moi, lire mes livres. Et dans les bibliothèques, médiathèques, je ne le fais en principe jamais. Parce que quand je le fais, je me dis, il y a tellement de personnes qui savent mieux lire que moi à haute voix. Voilà. Donc merci beaucoup, ça m'a... Voilà, c'est toujours...
c'est toujours assez étrange d'entendre son propre livre lu par quelqu'un d'autre parce que je me dis, ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai écrit ça, moi. Ça me rappelle Eh des oui. choses. Ben justement, Sonia, est-ce que toi aussi, ça te rappelle des choses? Oui, parce que moi, après, comme je lis la suite, c'est vrai que j'ai les images qui me reviennent en tête. Et voilà, je sais la suite de ce qui va se passer. Donc, c'est vrai que là, tout revient en mémoire. Et voilà. Donc, mais à chaque fois, c'est un réel plaisir que d'écouter Marie. Eh ben, en tout cas, merci à toi, en tout cas, pour ce retour. Merci à Marie aussi d'avoir lu cet extrait. Donc, on le rappelle, hein, tous les extraits, on peut les retrouver dans les émissions précédentes dont on a vu le lien tout à l'heure. Question intéressante, et après, on écoutera la question donc, de l'invité, qui dit, d'après ce qui est dit, Nicolas, vous écrivez du polar assez violent. Si vous étiez un animal, est-ce que tu serais plus un loup chef de meute ou plutôt un ours solitaire? Tu as 2 heures. Oula. Bon, si je te dis Ouais. qui pose la question, tu auras une Voilà. idée, bien évidemment. Ah oui. Ouais, un loup chef de meute. Alors, ça dépend beaucoup. J'ai- Je dirais qu'en écriture, je suis un ours solitaire, mais parce que tous les écrivains sont finalement en cours d'écriture très solitaires. Le travail d'écriture est un travail solitaire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime aussi la participation des dédicaces ou des salons ou n'importe quel événement, parce que ça permet de contrebalancer cette partie solitaire. Maintenant, dans d'autres domaines de la vie, en particulier comme procureur, je suis plutôt alors on va dire que je suis plutôt le loup chef de meute, dans le sens où le procureur dirige la police judiciaire, la gendarmerie. J'aime pas le terme de diriger parce que ça fait un petit peu militaire et on a l'impression du colonel à l'armée qui dirige ses soldats. Et j'ai jamais vu les policiers ou les gendarmes comme mes soldats, c'est-à-dire comme procureur. Je me suis toujours considéré plutôt comme un capitaine sur un terrain avec son équipe. C'est plutôt celui qui donne l'impulsion, mais qui va jouer en équipe. Et c'est ça surtout ma conception du métier. Eh ben, merci beaucoup. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, pas pour l'instant. J'ai hâte d'entendre la réponse de Nicolas à Jérémy. Ah, Jérémy. Bon, bonne transition. On lance le jingle tout de suite. Alors effectivement, quand on dit que Entre l'encre et les mots est devenu une émission internationale, on a eu des auteurs qui étaient à Washington, d'autres à Dubaï, d'autres en Norvège. On a eu Nicolas ce soir qui est en Suisse et on a eu Jérémy Claes qui est venu nous présenter son livre Commandant Solane aux éditions Héloïse d'Ormesson. Donc la Belgique était avec nous ce mercredi. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur ce livre? J'ai toujours du mal à l'expliquer. Hein. Ça décrit la réalité sans la décrire exactement sur les migrants, sur leur venue dans un pays étranger qui est le leur, mais quand en plus on les massacre, on les brûle, on les mutile, c'est vrai que sur ce coup-là, Jérémy n'a pas été non plus avec un gant de lourd, on va dire. Hein. C'est vrai que, et tout ce qui concerne les politiciens, tout ce qu'ils peuvent cacher sous le tapis pour faire leur petite sauce à eux, entre eux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vérité qui est dévoilée, mais sous couvert de romans et de fiction, on va dire. Eh bien, écoute, en tout cas, merci pour cette présentation. Et justement, Nicolas, quand on lui a dit que tu es arrivé dans l'émission ce mercredi, voici sa question. D'abord, je suis hyper content de te poser cette question, Nicolas, parce que on s'est croisés quelques fois en salon et je pouvais pas mieux tomber que sur toi. En plus de ça, t'es suisse et je suis belge, donc j'ai une question qui m'est venue en fait et qui m'a été inspirée par notre regretté Michel Coluche. Alors ma question, je te livre la citation de Coluche. Voilà, quand on rencontre un vrai con en Suisse, c'est un Belge. Mais dans l'ensemble, ça valait pas le coup de faire 2 pays rien que pour ça. Alors là, tu vois, toi et moi, on publie tous les deux en France. Cette citation, elle est issue de la bouche d'un Français. T'en penses quoi de notre qualité de Suisse et de Belge au sein des Français? Merci Jérémy. J'adore. Il a toujours été exceptionnel ce Jérémy.
Oui, alors, moi, j'ai pas d'opinion préconçue, et puis je vais surtout pas critiquer les Français, d'autant plus que mon amie est française et qu'elle m'écoute actuellement, donc je peux pas dire ce que je veux. Non, je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire d'intelligent? C'est compliqué, parce que la question est compliquée, elle est longtemps. Je dirais qu'il y a un peu une réalité qui est celle du monde de l'édition, qu'il est difficile. On a l'impression d'avoir un écueil, nous autres Suisses et nous autres Belges, pour se faire connaître en France. Et on a l'impression un petit peu que les Français lisent très français. J'ai par exemple pas du tout eu cette impression avec le philatéliste quand il est arrivé en Italie ou en Espagne. Où là, il n'existe pas de frontières, finalement. Voilà, il n'existe pas de Suisse, de Français ou de Belges. On a l'impression que c'est ces frontières au sein du monde francophone qui ne devraient pas exister. Et quand on voit certains auteurs suisses ou belges qui sont arrivés dans le monde de l'édition francophone, on a l'impression qu'ils gomment un petit peu leurs origines. Je donne deux expériences, enfin deux exemples qui sont assez évidents. C'est celui de Joël Dicker. Joël Dicker, qui est suisse, mais dont plus de 50% des Français doivent penser qu'il est français. Et puis le deuxième exemple, c'est Amélie Nothomb, qui est belge, dont plus de 50% des Français doivent penser qu'elle est française, parce qu'elle vit à Paris, notamment. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est compliqué pour un Belge d'être, je pense, édité dans une maison d'édition belge qui aura de la peine à se faire distribuer en France ou ailleurs. Et c'est compliqué pour un Suisse d'être édité dans une maison d'édition suisse qui n'arrive à 80%, 90% pas à se faire distribuer en France. Donc on est obligé de passer par des maisons d'édition françaises. Alors je suis peut-être mal placé pour dire ça maintenant, puisque Rosiane Wolf est une maison d'édition genevoise, mais toute l'infrastructure est quand même basée à Paris. Donc, Oui, puis bon, on Je est tout suis un très même contente, pays. moi, en tant que bêta-lectrice, que j'avais 50-50. Hein. J'avais 50% de français et 50% d'auteurs, soit belges, soit suisses, dans mes bêta-lectures. ok. Donc, voilà. Donc, je faisais pas de différence, moi. Bravo. Eh ben, merci en tout cas pour cette question. On le rappelle à Jérémy Classe, qu'on salue bien évidemment pour son livre Commandant Solane, et qui a eu, on en parlait tout à l'heure en début d'émission, qui est le lauréat du prix de l'évêché 2025, qui lui a été remis par le lauréat 2024 Olivier Descos pour son roman L'Horloger, premier roman aux éditions Héloïse d'Ormesson. Donc vraiment, encore une fois, bravo à lui et merci pour sa question et merci pour ta réponse. Justement, maintenant, ça va être ton tour de poser une question, on l'a dit tout à l'heure, pour Laure Ollier, qui sera avec nous ce vendredi pour nous présenter son livre Ligne rouge aux éditions Récamier. Alors, je sais, Sonia, tu me l'as dit tout à l'heure que ça fait quelque temps quand même que tu l'as lu, ce livre, mais si tes souvenirs sont bons, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur ce livre? C'est un thriller psychologique. Et j'ai une petite anecdote parce que j'ai vu donc Laure il n'y a pas si longtemps que ça, donc au Salon du Livre de Carnac. Et il y a un monsieur qui était intéressé par ces romans. Il fait « Oh là là, mes thrillers, il doit y avoir du sang partout et tout. » Et là, elle se tourne vers moi, elle fait « Demandez à Sonia, elle l'a lu et chroniqué. Est-ce qu'il y a du sang partout ?» Je dis « Non, non, il n'y a pas de membres de partout, il n'y a pas de sang. C'est plus psychologique. » Donc voilà, le monsieur était content, il est reparti avec son livre. Mais c'est vrai qu'elle est plus dans la psychologie des personnages et très intéressant aussi à lire. Je ne connaissais pas du tout avant de lire son livre et franchement, je suis tombée fan de son écriture. Eh bien, écoute, on aura l'occasion donc de la voir avec nous ce vendredi. Réel plaisir de la voir. Et justement, Nicolas, quelle est la question que tu as envie de poser à Laure? Alors, bonjour Laure, alors, ça me fait plaisir de te poser une question, surtout qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps, puisqu'on était à Porticcio, à Ajaccio, ensemble, le week-end dernier. Alors, je vais évidemment pas te demander si tu as eu des problèmes de surpoids à l'aéroport pour ta valise. Je vais trouver une autre question. Et l'autre question, c'est celle... Alors, c'est la suivante. Comme tu le sais, puisqu'on en a parlé à Porticcio, Marc Woltenauer et moi, on a écrit un polar à 4 mains qui s'appelle Ultimatum. Est-ce que toi, tu serais tenté un jour d'écrire un polar à 4 mains
Voilà, est-ce que tu serais ouverte à cette hypothèse? Est-ce que tu la fermerais immédiatement? Est-ce que tu aurais déjà un auteur en tête ou une autrice en tête avec qui collaborer? Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette question, Nicolas, qu'on lui posera, donc on lui diffusera, donc on l'a dit, ce vendredi 11 juillet, 19h30, pour son livre Ligne rouge aux éditions Récamier. Voilà, très, très, très belle question. Avant de recevoir Séraphine, qui va te passer sur le grill, comme on dit dans le jargon de cette émission, qui a dit, nous dit René, qui a dit « Je suis belge pour l'écriture et français pour les vacances ». Est-ce que tu le sais? Non, pas belge, mais suisse. Il s'est corrigé. Qui a dit je suis suisse pour l'écriture et français pour les vacances? Wow, ça pourrait être moi. Ça me correspondrait très bien. Eh ben, tiens. Parce que je passe 90% de mes vacances en France, ça pourrait être. Eh ben oui, Non, comme moi. sinon je l'ignore. Eh ben, écoute, René, si tu veux, avant de recevoir Séraphine, tu peux nous donner la réponse, sauf si Sonia a la réponse. Ah non. Ah, mais je crois qu'il y en a une. Je crois qu'il y en a une qui a la réponse. Donc, justement, tapis rouge pour notre chère amie Séraphine. Rebonsoir Séraphine. On rappelle la question. Qui a dit « Je suis suisse pour l'écriture et français pour les vacances » ? Alors, c'est un grand auteur que j'adore, c'est Nicolas Feut. C'est moi qui l'ai dit. Ah, Sonia. Oui, c'est toi qui l'as dit. Bon, ben alors comme quoi, je ne me suis pas trop trompé en disant que ça me correspondait assez, mais je ne me souviens pas que je l'avais dit. Eh ben voilà. Tu l'as dit dans une interview. Eh ben, raison de plus, justement, pour rappeler que tu es avec nous, justement, pour ce livre, Les Extradés aux éditions Rosienne Wolf, et que c'est le moment de vous écouter, Séraphine et toi. Coucou. J'adore cette simplicité que tu as. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as 20 romans, enfin, plus, tu as une vingtaine et quelques d'œuvres et d'écrits à ton actif, et tu restes hyper simple, hyper abordable. J'ai eu l'occasion de te rencontrer sur un salon où effectivement, tu étais hyper ouvert, hyper souriant. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir parce que, comme tu le disais tout à l'heure, on ne se rend pas compte, nous les Français, le talent francophone, les talents francophones qui existent. Nous, on a cette chance, du coup, de pouvoir vous recevoir et s'en rendre compte. Mais c'est cette bonhomie aussi qui fait une certaine différence, parce que j'ai l'impression qu'on a quelques écrivains français qui se pensent peut-être un petit peu supérieurs, ce que vous faites moins, en tout cas en France, et c'est super agréable. Merci beaucoup pour ça. Non, merci. Et du coup, pour rebondir sur cette plume plus que prolifique, comment tu organises ton temps? Parce que tu as quand même un boulot qui est plus que prenant, alors tu l'as allégé, mais quand même, ça fait une quinzaine d'années que tu écris et tu as plus d'une vingtaine d'ouvrages sous ton stylo. Comment tu as géré ça? Comment c'est possible? Déjà, écrire plus d'un roman par an, c'est énorme, mais en ayant un travail aussi prenant que le tien à côté, l'ubiquité, ça se passe comment? J'ai un clone. Non, je déconne. Voilà. Je me disais Non, aussi. Alors, je dirais qu'effectivement, il faut un petit peu séquencer les périodes. J'ai écrit en 2010 et 2013, mais sans pour autant sortir de livre en librairie. Donc, j'ai commencé à écrire en 2010, mais les premiers livres sont arrivés en librairie en 2013. Et puis, 2013 à 2018, ça a été exclusivement de l'auto-édition, donc uniquement de la gestion des livres en Suisse. J'avais aucun livre qui était disponible en France ou ailleurs, si ce n'était par des plateformes Internet que je ne citerai pas. Donc pour moi, c'était la Suisse francophone, c'est un petit territoire, hein, c'est 2 millions d'habitants, c'est 33 fois plus petit que la France, ça correspond à qu'est-ce qu'on va dire, à 2-3 départements français en termes de superficie. Donc il était assez facile pour moi de participer à des salons, à des dédicaces, que je ne faisais pas du tout au rythme auquel je l'ai fait aujourd'hui, mais entre 2013 et 2018. Les choses sont devenues beaucoup plus compliquées en 2018 avec l'édition parisienne, Slatkin et compagnie, et là surtout à des invitations qui se sont multipliées dans des salons en France et en Belgique.
Et là, j'ai dû prendre une décision. Donc, j'ai vécu, je dirais, 2018-2019, en tout cas une année 2019 assez intensive, en ayant un travail à 100% comme procureur et en participant à ces salons, ces dédicaces. Et là, j'ai pris la décision de réduire mon taux d'activité, ce que la loi suisse me permettait de faire comme procureur. Les juges peuvent aussi le faire. Et puis ensuite, le Covid est arrivé. Donc, le Covid a retardé, on va dire, d'une année environ ma décision. Et c'est le 1er janvier 2021 que je suis passé à 70% comme procureur. Ce qui m'a quand même libéré du temps. Et voilà. Pour l'écriture et aussi, je dirais que la promotion des livres, et notamment les déplacements au salon, prend beaucoup plus de temps que l'écriture proprement dite. Ensuite, ça fait maintenant une année et demie que j'ai déposé une demande auprès du Conseil de la magistrature pour passer à 50%, donc réduire encore de 20% mon taux d'activité. Et cette demande, pour l'instant, est toujours en suspens parce que voilà, il y a des personnes qui ne sont pas trop pour, qui ne voient pas forcément d'un bon œil un magistrat à 50%, alors que la loi le permet. Elle le permet jusqu'à 50%, mais pas en dessous. Et puis surtout aussi, c'est le jeu des chaises musicales. C'est-à-dire qu'il y a un quota de magistrats qui est prévu par la loi, un quota de juges, un quota de procureurs, et que si j'abandonne à 20%, ce 20% doit, donc un 20% supplémentaire, ce 20% supplémentaire doit passer, doit augmenter quelqu'un d'autre. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc voilà. Donc je suis bloqué à 70% depuis une année et demie, et finalement aujourd'hui, on va dire que le succès des livres monte. En Suisse, alors il a atteint un niveau que je peux difficilement dépasser. Mais en France, il monte progressivement, en France, en Belgique et dans d'autres régions, dans d'autres pays aussi, comme l'Italie, l'Espagne en particulier. Et aujourd'hui, ce succès me laisse entrevoir une possibilité de démissionner comme procureur en 2026. Et ce sera probablement le cas dans une année, c'est-à-dire le 31 août 2026, où je deviendrai écrivain à 100%. Waouh. Ça te manquera pas trop? Tu arriveras à... Non, alors forcément que j'imagine que je penserai certaines fois en me disant ah ben ouais, j'aurais pu faire ci ou ça. Mais là, si je démissionne l'année prochaine, j'aurais travaillé durant 27 ans dans la justice pénale. Je pense que c'est bon, j'ai donné. Avec l'écriture, je me suis découvert un hobby passionnant, tout aussi passionnant, totalement différent. Et voilà, je pense que n'importe quel métier dans la vie peut être autant passionnant puisse-t-il être, comme on dit. Je pense qu'à un moment donné, on a envie de tourner la page, on a envie de faire autre chose. Et l'année prochaine, j'aurai 55 ans. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas avant la retraite. Et j'ai envie de le faire maintenant. Voilà. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Et le polar, au-delà d'être quelque chose qui t'animait, que tu aimais lire et que tu aimais, ce que tu y décris, ces choses assez violentes et gore que tu affectionnes particulièrement, est-ce que c'était une façon, est-ce que c'est aussi une façon dans ton quotidien de dénoncer ce que tu peux entrevoir de la nature humaine, ou est-ce que c'est pour exorciser justement ce que tu vois? Alors, on m'a souvent posé la question sur la base du fait d'exorciser. Et je shoot toujours en corner en disant c'est une question qu'il faudrait poser à un expert psychiatre. Donc, il faudrait que je me fasse expertiser moi-même pour savoir si j'exorcise ou pas. J'ai pas cette impression-là. J'ai pas l'impression de vivre avec des fantômes. Là, je parle de mes dossiers existants. Comme je l'ai dit avant, j'ai vu des scènes de crime, meurtre ou assassinat, j'en ai vu passablement, des accidents mortels aussi. J'ai pas l'impression d'être traumatisé, mais justement, peut-être qu'un expert psychiatre dirait que je suis dans le déni, j'en sais rien. Donc je préfère la deuxième partie de la question, où c'était la première, sauf erreur, c'est-à-dire que dénoncer des situations, oui, je pense que ça, oui, je pense que le polar est un terrain fertile pour décrire des problèmes de société sous tous les angles, des dérives de la société, des problèmes organisationnels au niveau police-justice aussi.
voilà, je pense que je n'ai pas envie non plus de faire de chaque polar un manifeste pour un sujet en particulier, mais aborder des thèmes comme dans le philatéliste, par exemple, j'abordais beaucoup le thème des féminicides ou du harcèlement sous toutes ses formes, qui peut être du harcèlement scolaire jusqu'au harcèlement que j'appellerais post-séparation dans le cadre conjugal, matrimonial. Voilà. Oui, je pense qu'il est important de dire des choses telles qu'elles sont. Et justement, tu disais que bah, voilà, ce serait la bonne affaire d'un psychiatre ou d'un psychologue, mais est-ce qu'il y a une formation psychologique quand même? Parce qu'un procureur, on sait qu'il va voir des choses absolument terribles, il apprend, ok, il apprend la loi, il apprend la justice, il apprend énormément de choses, mais est-ce qu'il y a au moins une initiation, et si ce n'est un suivi psychologique quand même? Alors, on n'a pas de cellule psychologique spécialement rattachée au monde judiciaire, ni pour les procureurs, ni pour les tribunaux. En revanche, de tout temps, quand j'étais juge d'instruction et aujourd'hui procureur, on m'a dit que je pouvais faire appel en cas de besoin au psychologue ou à la psychologue de la police. Donc, la police a une cellule psychologique qui peut être à notre disposition. À titre personnel, j'y ai jamais fait appel parce que j'en ai jamais ressenti le besoin, mais parfois, c'est les gens qui sont dans le déni qui disent ça, donc j'en sais rien. Mais bon, au fond de moi, je reste assez Trop persuadé. souvent pour que tu n'en sois pas conscient inconsciemment. Ou inconsciemment. Ouais, j'en suis peut-être conscient inconsciemment ou inconsciemment conscient. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment d'être quelqu'un de traumatisé par 26 années d'horreur. Oui, tu le quitteras sans regret, en ayant fait ce que tu avais à faire et c'est sans rien cacher dans le placard, quoi. Exactement. Je veux saluer au passage Charles Aubert parce que je crois que j'ai vu passer un message de sa part tout à l'heure. Oui, et son nom qui est passé, oui. Ah, c'est chouette. Tu parlais, voilà, tout à l'heure, tu parlais du confinement, tu as parlé tu m'as dit que justement, ça avait un petit peu retardé les choses, mais ça n'a pas tout retardé puisque tu en as quand même profité pour écrire. Et moi, j'aimerais savoir, justement, tu en as profité pour offrir un feuilleton Polar 2 à tes lecteurs. Comment t'es venue l'idée et comment tu as fait pour gérer ça? Enfin, pourquoi offrir ça à tes lecteurs? C'est génial, je trouve. Alors, effectivement, à ce jour, j'ai écrit 20 polars ça fera 20 polars en 16 ans, finalement, cette année, à peu près. Alors, pourquoi 20? Normalement, j'ai toujours dit que j'écrivais, comme beaucoup d'écrivains ou d'auteurs de polars, un par année. Mais il y a eu plusieurs... voilà, il y a eu 4 mains avec Woltenhauer qui ne compte pas dans le tournus usuel. Il y a eu 3-4 ans de sortie à 10 mois d'intervalle, ou 9 ou 10 mois d'intervalle, 9 mois, on va dire, le tournus de grossesse, qui ont fait qu'il y en a un qui s'est rajouté sur le tournus de 4 ans. Et puis, il y a eu les deux, écrits pendant les confinements de 2020. Donc, Restez chez vous en mars-avril 2020, et puis le calendrier de l'après, qui est plus un thriller post-apocalyptique plutôt qu'un polar, écrit en novembre-décembre 2020. Donc, effectivement, on dit toujours que la période du Covid a boosté certains artistes, on a complètement bloqué d'autres, que ce soit dans le monde de l'écriture, dans le monde du théâtre, dans le monde de la musique. Et moi, ça m'a plutôt boosté. Je me souviens du début du confinement comme si j'y étais. J'étais à la foire du livre de Bruxelles. Je rentrais à l'aéroport de Zaventem avec un chauffeur de taxi qui me disait ça pue, on avait déjà les masques qui disaient ça pue, on va devoir confiner. Moi, j'y croyais pas. Et puis, je suis rentré 2 jours après, effectivement, tout fermait. Et là, je suivais beaucoup les groupes de lecture sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook ou Instagram, enfin, principalement Facebook. Et je voyais ces gens qui disaient ah mince, j'ai pas eu le temps d'aller en librairie, j'ai pas eu le temps de faire ma palle. Voilà. Et il y en avait beaucoup. Alors d'autres disaient c'est bon, je vais pouvoir descendre ma palle, mais d'autres disaient j'ai pas eu le temps d'aller. Les librairies ont fermé, voilà. Donc certains leur répondaient mais bon, tu n'as qu'à commander en ligne. Il y a quand même pas mal de librairies qui proposent des ventes en ligne. Et puis, alors je m'étais promis de ne pas le faire, mais je vais le faire quand même. On va citer Amazon. Amazon qui avait l'habitude de fournir ses clients en 24-48 heures
tout d'un coup, du jour au lendemain, se retrouvent avec des délais de distribution de 3 à 4 semaines. Et là, les gens en parlent sur les réseaux en disant oui, bah, je veux bien commander en ligne, mais on m'annonce une réception du livre dans 3 semaines ou 4 semaines. Qu'est-ce que je vais faire d'ici là? Et c'est là qu'est venue mon idée. Je me suis dit, bah, moi, je vais leur écrire un livre en ligne, en lisant tous ces commentaires. Et là, bah, d'ordinaire, il me fallait 3 à 4 mois pour cogiter sur un scénario de polar qui tienne la route. Et là, je me suis dit, mais non, là, j'ai pas 3 ou 4 mois. Il faut le faire vite et très vite. Donc, je me souviens avoir monopolisé mon ami, qui était également confiné, évidemment, on était les deux à la maison. Et j'ai dit, mais là, il faut que tu m'aides. Ce qu'elle fait pas forcément dans les autres livres. J'ai dit, il faut qu'on fasse le scénario ensemble. Et en fait, on a créé un scénario en 4 jours ou 5 jours. Et après, ça a démarré. Donc, chaque jour, j'écrivais 2 chapitres. Et les chapitres étaient. J'avais mis aussi l'éditeur dans la course. J'avais parlé du projet à l'éditeur en lui disant que j'allais publier ces chapitres en ligne tous les soirs à 19h sur Facebook, parce que les autres réseaux sociaux ne me permettaient pas. Et puis, il me dit, je m'attendais à ce qu'il me dise non, fais pas cette bêtise, t'as un autre livre qui va arriver tantôt, c'était l'engrenage du mal, ça. Mais pas du tout. Il m'a dit ok, mais j'entre dans la course. Donc tu m'envoies les chapitres que tu écris et je les édite comme n'importe quel livre. Je fais le travail d'éditing, je te les renvoie et tu les publies. Donc en fait, l'éditeur a travaillé sans filet, c'est-à-dire qu'il ne savait pas du tout, je lui avais pas du tout parlé de mon scénario, il ne savait pas du tout où j'allais. Il ne pouvait pas lire tranquillement le livre et puis ensuite le reprendre à zéro pour éditer. Il devait me faire confiance et éditer les chapitres les uns après les autres sans savoir quelle allait être la suite. Et c'est ce qui s'est passé, c'était génial. Ouais. Super. C'est génial. Autant l'initiative que d'avoir parié sur le truc, enfin d'avoir quel plaisir pour les lecteurs. C'est génial d'avoir un auteur et un éditeur surtout qui prouve qu'il ne fait pas ça que pour l'argent, mais aussi parce que la lecture, ça reste sa passion. La lecture, l'écriture, les mots, c'est cette passion commune que vous avez pu offrir. Et franchement, je voulais en parler parce que je trouve ça génial. Déjà, un auteur qui joue le jeu, puis alors là, d'apprendre que l'éditeur aussi, je trouve ça génial. Je trouve ça plein d'espoir sur l'art, sur la littérature. Ça restera un excellent souvenir. Ouais. Ah, c'est génial. C'est génial. Et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, je voulais rebondir sur. Tu as parlé de la justice divine. Et je sais que dans mes recherches, je sais que tu as dit une fois que le premier polar, le premier vrai polar, c'était la Bible. Alors, en Et réalité. Je voudrais savoir ce qui te fait dire ça. Alors, en réalité, pour rendre à César ce qui est à César, c'est mon ami et co-auteur Marc Woltenauer qui a cité cette phrase-là. D'accord. Parce que, alors, d'accord, peut-être qu'on me l'a mise une fois dans ma bouche ou peut-être que je l'ai citée, mais en réalité, cette phrase vient de lui. Parce qu'en réalité, Marc Woltenauer, lui, n'a pas une formation de juriste ou de policier, il est théologien à la base. Il a fait une formation de théologie pour devenir pasteur. Et donc, il cite fréquemment ça quand les journalistes lui posent une question. Lui disent, mais finalement, quel est le lien entre une formation de théologie, vouloir devenir pasteur, puis finalement écrire des horreurs dans un polar? Et il leur répond systématiquement, bah, écoutez, le premier polar écrit dans le monde, c'est la Bible. Ça commence par un nom. D'accord, effectivement. Et ton rapport à la religion, parce que quand même le fait que tu aies parlé de justice divine et que tu aies appuyé sur ce point, voilà, j'aimerais bien savoir justement quel est ton rapport à la religion par rapport, encore une fois malheureusement, à tout ce que tu vois, tout ce que tu vis. Alors, je suis peut-être assez pudique en matière de religion. Ça ne veut pas dire que je vais refuser de répondre à la question, mais non, c'est un peu comme la politique. Quand on me pose la question quelles sont vos opinions partisanes en politique, je réponds souvent je suis croyant non pratiquant. Donc voilà, je crois en l'existence de forces invisibles, peut-être d'une divinité dont je ne suis même pas sûr qu'on puisse lui donner un nom. Mais voilà, je ne suis pas un assidu des églises, des cultes, des messes, ce genre de choses. Donc, Mais une certaine croyance quand même, parce qu'en fait, ma dernière question, elle va être un petit peu sur tes croyances, parce qu'en fait, que ce soit dans la 7e ligne, qui a été justement
catégorisé de polar ésotérique, puisque tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Tu as dit que tu avais lâché quand ça coulait un petit peu dans l'ésotérisme. Et pourtant, tu l'as effleuré, que ce soit dans La Septième Vigne, L'ombre du renard aussi, où tu parles de la légende du trésor de Rommel, et Hérésique, dont tu as parlé tout à l'heure aussi, et sur les cathares et donc toute la légende qu'il y a autour. Donc, tu as quand même un petit rapport à l'ésotérisme, à l'occulte, à la légende, enfin un petit peu à l'imaginaire et à l'irrationnel, tout en étant très réaliste dans tes écrits. J'ai l'impression que derrière, tu mets quand même des petits trucs qui t'interpellent. Oui, mais je pense qu'il y a une. Alors, je pense que je disais avant que le tout public avait une fascination pour le monde policier parce que c'était un monde un peu occulte, voilà, dont on ne connaissait pas toutes les ficelles. Et je pense que moi, j'ai cette même fascination pour le monde biblique, les croyances. Et il y a pas mal de fantasmes autour de la Bible, et ne serait-ce qu'autour de l'Apocalypse, du chapitre de l'Apocalypse, du retour de Satan sur Terre, du fameux chiffre 666 qu'on a cité à tort-larigot voilà, dans des polars ou des films d'horreur. Et je pense qu'il y a ce qu'on connaît pas fait peur. Et donc, ce qu'on peut pas toucher, ce qu'on peut pas atteindre fait peur. Et ce qu'on peut pas comprendre fait peur. Et dès que des scientifiques expliquent quelque chose, que ça devient plus rationnel, c'est peut-être plus rassurant aussi. Et je pense que voilà, les auteurs de polar jouent un peu sur les peurs des lecteurs ou des lectrices. Et je pense que la Bible, voilà, la religion, peut-être certaines croyances aux forces du mal, pour prendre par exemple l'exemple de certains cultes du diable ou ce genre de choses, forcément réveille des fantasmes obscurs. Quoi. Donc tu l'effleures sans trop y rentrer, mais est-ce que c'est quelque chose qui te titille quand même et où tu vas aller un petit peu plus profondément? Alors, je ne dis pas que je ne le referai pas à l'avenir. Voilà, j'ai toujours eu. On m'a souvent demandé s'il y aurait une suite à la Septième Vigne, par exemple. C'est vrai que dans la Septième Vigne, la septième Vigne est un clin d'œil à la série de films The Omen, La Malédiction. Et c'est une série qui fait flipper, quoi. On ne sait pas si on peut y croire à ce fils de Satan et à toutes ces malédictions qui tournent autour. Donc voilà. Mais je préfère toujours rester un petit peu. Je préfère toujours que le lecteur se dise à la fin du livre, oui, finalement, tout est réaliste. Même si on frôle la limite du surnaturel, tout est possible. Tandis que si on verse carrément dans le surnaturel, je pense, a priori, je pense que je ne vais jamais écrire un livre avec des loups-garous ou des vampires, par exemple. Voilà. Oui. Non, on ne parle pas de surnaturel, on parle, oui. Donc, tout en nuance. Tu préfères rester dans le réel, tout en nuance, sauf la violence. Exactement. Je te remercie beaucoup. Merci infiniment. Merci, Séraphine. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, visiblement, il y a un petit bug. Tac, ça arrive. Oui, c'est bon, ça arrive, c'est là. Voilà. Voilà, merci en tout cas à tous les deux. Hein. C'était un bel en tout cas qu'on a suivi ensemble. Alors là, effectivement, c'est un peu ça y est, c'est bon. Tout va bien. Ça va, vous n'avez pas trop le tournis? Non, ça va. En tout cas, c'était un échange bien intéressant. Oui, surtout avec toi, effectivement. Il y a Frédéric qui nous dit effectivement merci beaucoup pour cette émission et mille merci pour vos messages que j'ai reçus aujourd'hui de la part de toute l'équipe. Vous êtes adorables. Vraiment, merci à toi, cher Frédéric. Une question aussi intéressante ça va trop vite, de la belette stéphanoise qui nous dit, Nicolas, ce sera peut-être la dernière question, quel est le livre qui était le plus difficile à écrire pour vous et pourquoi, en quelques mots? Le prochain. Non. Pardon. Ça peut être l'occasion de parler du prochain. Ça peut être l'occasion de parler du prochain, et c'est pas une réponse marketing que je fais là. C'est vrai que le prochain, qui sera le 3e livre, apparaître chez Rosienne Wolf, il sortira le 2 octobre
2025, ça c'est mon petit coup de pub au passage. Il va s'appeler La Secte. Mais t'as bien raison. Et donc le titre est Sans concession, La Secte, voilà. Ah bah tiens. Je peux en faire un pitch rapide, parce que ça explique aussi la réponse que je vais donner, enfin la question. C'est un polar, donc essentiellement contemporain, qui va se passer en huis clos dans un refuge de montagne où plusieurs personnes vont être bloquées en raison d'une tempête de neige, sans Wi-Fi ni réseau mobile, réseau de téléphonie, ce qui amplifie un peu le stress. Et évidemment qu'il y a des morts qui surviennent. Mais pourquoi il a été difficile à écrire? Les scènes contemporaines n'ont pas forcément été difficiles à écrire. C'est les scènes flashback, parce que j'aime bien insérer parfois dans mes livres des scènes flashback qui sont basées sur des histoires vraies. Et là, en l'occurrence, les scènes flashback seront la secte, c'est-à-dire l'OTS, l'Ordre du Temple solaire. On est 30 ans après les événements de Chéry et Salvan en Suisse et du Vercors en France, et aussi des événements qui ont eu lieu au Québec, donc des massacres qu'on a qualifiés de suicides collectifs, mais que je préfère qualifier de massacres. Voilà, en décembre 2025, on sera 30 ans après exactement les événements du Vercors en particulier. Et le prologue de la secte, c'est les événements du Vercors vécus en live par ces 16 personnes qui montent dans la forêt et qui se... voilà, deux d'entre elles tuent les autres avec des armes à feu. Il y a des enfants de 2, 4 et 6 ans parmi les victimes, et puis ces 2 personnes se suicident ensuite et après avoir mis le feu à tous les autres. Et écrire en live, enfin décrire ce prologue en se mettant à la place de ces personnes, ça a été très difficile. Il y a d'autres chapitres du livre qui sont aussi des flashbacks, où j'ai essayé de me mettre dans la tête de ces adeptes de l'OTS. Et c'était, je ne veux pas dire chose impossible, mais voilà. Je me souviens que j'étais parfois très mal à la fin de l'écriture de certains chapitres. Ouais. Bon, tant que tu fais pas comme Karine Gibel qui fait des cauchemars en écrivant ses propres livres, Non. Oui. ça va. Non, moi, en général, je dors bien. Bon, en tout cas, on rappelle qu'on peut retrouver toute ton actualité donc sur ton compte Facebook Nicolas Feuz, mais aussi sur Instagram. Et on le disait aussi tout à l'heure en début d'émission que pour en savoir plus sur toi, on peut aller visiter le site internet de ton éditeur, mais aussi ton site où on peut évidemment retrouver toutes tes dates de dédicaces. On l'a vu tout à l'heure, il est régulièrement mis à jour. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Séraphine aussi, pour terminer, puisque je vois qu'il y a encore 2-3 petits commentaires qui arrivent avant de les faire passer J'ai encore ma palle qui va augmenter et je fais une option achat sur le prochain. On peut le précommander? Je ne sais pas s'il est déjà en précommande. C'est possible. Je l'ai vu sur les sites internet des libraires français, la plupart. Ouais. Ah bah, à regarder de plus près, puis bien évidemment, Ouais. tu reviens dans cette émission pour nous en parler. Ouais, quel dit l'autre. Tu reviens dans cette émission quand tu veux pour en parler, hein, Nicolas. Avec plaisir. Séraphine, même si tu as déjà beaucoup parlé, Mais quand comme tu as est-ce dit. qu'on se voit? Quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce qu'on se voit? Eh ben, Voilà. Quand est-ce qu'on se voit? Alors, ça dépend ça dépend où, dans quelle région. En France et dans le sud idéalement. Alors, oui, bah là, alors, cet été, je fais très peu de choses, très peu de salons. J'en fais 2 dans le sud. Un le 1er août, vendredi 1er août, de 19h à 23h30, c'est à Salon de Provence. Ça s'appelle Des livres la nuit. C'est que le soir, c'est que pendant 4h30. c'est sympa. Voilà. Mais c'est génial. Je l'ai fait une fois il y a 2 ans et c'était franchement génial. Et puis ensuite, ensuite, il y aura quelques salons en Suisse au mois d'août-septembre, mais en France, il y aura Lille-sur-Tarn à mi-septembre. Et ça, c'est le festival L'Île Noire, notamment avec la Ligue de l'Imaginaire. Et c'est un très beau salon aussi que j'ai fait il y a 2 ans et je me réjouis d'y retourner. Oui, bon, on salue évidemment la Ligue de l'Imaginaire aussi. Puis on voit passer en bas pour toutes ces dates de dédicace ton site internet www.feuzenicolas.wixsite.com. En tout cas, merci à toi d'avoir été avec nous. On le rappelle pour présenter ce livre, Les Extradés, dont on a eu la chance et l'honneur d'avoir la chronique de Sonia, d'avoir l'extrait de Marie et puis bien entendu le portrait de Séraphine.
juste avant de rappeler pour ceux qui nous regardent l'auteur qui viendra la semaine prochaine, non, vendredi, moi j'ai déjà hâte que la semaine se finisse, donc qui viendra avant vendredi, donc Laurent qui nous dit encore une belle rencontre, Nicolas, merci pour ce très intéressant et enrichissant live, belle émission, nous dit René. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui sont venues nous écouter et à nos acolytes qui sont juste en dessous de toi? Alors, merci à toutes et tous, ça c'est clair. Merci à vous trois, à toutes celles et ceux qui se sont logués, qu'ils soient auteurs, qu'ils soient lecteurs, lectrices, enfin voilà. C'était vraiment un plaisir et j'espère vous voir en vrai aussi, parce que derrière un écran, c'est pas le top du top, mais c'est bien aussi. Eh bien, écoute, on aura l'occasion de se revoir, bien évidemment, en tout cas pour nous procurer tes livres et pouvoir continuer ces échanges passionnants. Et on rappelle que ce vendredi, nous recevrons Laure Rollier qui viendra nous présenter ce livre Ligne rouge aux éditions Récamier. Donc, on le répète, hein, cette émission que vous pouvez retrouver chaque mercredi et chaque vendredi à 19h30 sur Facebook et Instagram, Facebook et YouTube. En tout cas, voilà, ravi de vous avoir reçu, Nicolas. Merci les filles d'avoir été avec nous. Et comme on le dit dans chaque émission, je laisse Sonia le dire. Lisez des livres, allez dans les salons et puis allez à la rencontre des auteurs. Ça fait un bien fou et on apprend plein de choses et on fait des belles rencontres. Très bien, voilà. Je ne peux pas mieux finir. En tout cas, merci à tous. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. À vendredi.